Bienvenue dans l'émission Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop. Je suis avec mon pote Hugo. Yes, ça va ou quoi Driver? Très bien et toi? Ah, la forme. Ça va. Aujourd'hui est un grand jour parce qu'on va parler de celui que j'appelle et que beaucoup de gens appellent le roi de New York, the King of New York, Notorious B.I.G. Fallait bien que ce moment arrive. Moi, c'est un de mes rappeurs préférés. Je pense qu'il y a même pas besoin de fouiller longtemps pour le comprendre. J'aime beaucoup ce rappeur. Le mec, en 2 albums, il est rentré dans la légende et des fois, même très souvent, on le cite comme le meilleur rappeur de tous les temps. Alors après, chacun son rappeur et tout, mais en tout cas, il fait partie de cette liste. Sauf que lui, il a fait que 2 albums. En 2 albums, il s'est retrouvé là-dedans dans cette liste des meilleurs de tous les temps. Donc voilà, on va faire un gros focus, un gros voyage à travers la carrière finalement courte de Notorious Big parce que il nous a quittés, pour ceux qui savent pas. S'il y a encore des gens qui ne sont pas au courant, je le dis. Il a été assassiné à Los Angeles, malheureusement, en sortant d'une cérémonie des Soul Train Awards. Mais bon, bref. On va commencer pour se mettre dans une ambiance de dingue par un morceau que j'affectionne vraiment. Et je me demande même en réfléchissant si c'est pas la première fois que je l'entends sur un morceau entier. Je crois que je l'ai entendu sur un remix de Super 4 d'abord, où il y avait Puff Daddy qui rappait pour la première fois avec une voix étrange et un rappeur qui s'appelle Third Eye. Le morceau s'appelait Dolly My Baby, mais c'est pas ce morceau que je jouais. On va rentrer un peu dans le vif du sujet, genre je vais vous passer son enfance et tout ça. On n'est pas là pour ça, on est là pour la musique. Donc moi je vais vraiment parler du début de sa carrière en tant que rappeur. Biggie, déjà il s'appelle Big ou Biggie Smalls. À ce moment-là, il n'y a pas de Notorious B.I.G. Que voilà, c'est un mec qui a de l'embonpoint, tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Donc aux États-Unis, ils se prennent pas la tête, on l'appelle gros et c'est pas un mec du 9-4. Voilà. Donc voilà, c'est un mec à défaut, c'est difficile à l'époque d'aller en studio, c'est pas comme aujourd'hui où il y a des home studios partout, tout le monde a une carte son, un ordinateur, un micro dans sa chambre et tu viens, t'enregistres, tout ça. À l'époque, ça coûte cher d'aller en studio. Donc en vérité, quand t'es un rappeur, tu freestyles dans la rue, tu fais des battles dans la rue et voilà, et t'attends qu'il y ait un DJ en fait qui vienne qui te découvre dans la rue et qui te disent vas-y je fais une mixtape, viens poser, et là tu vas chez le DJ et tu te retrouves enfin devant un micro et c'est pas un vrai studio, En général les DJ font ça dans leur chambre et tout machin, mais voilà c'est ce que t'attends. Donc lui entre temps il est beaucoup en train de battle dehors dans la rue et notamment dans la sienne, c'est un mec de Brooklyn, Saint James et Fulton Street, c'est les 2 rues. Je suis en train de donner l'adresse de Biggie, n'importe quoi. Moi. Mais bref, il est dans ce Bed-Stuy pour être précis, Brooklyn Bed-Stuy, do or die comme ils disent. Et il fait beaucoup de battles et en fait, il y a plusieurs personnes qui qui clament la découverte de Biggie. Déjà, il y a un mec qui s'appelle Daddy-O, d'un groupe mythique très old school de la fin des années 80 qui s'appelle Stetsasonic. Lui déjà, il prétend être le premier à avoir découvert Biggie et il a enregistré une démo. Il y a une démo de Biggie avec ce Daddy-O qui a refait surface l'année dernière ou il y a 2 ans, un truc comme ça et tout. Et c'est un truc que j'ai écouté. Et effectivement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus old school de Biggie, de traces de Biggie de ce qu'il y a de plus old school. Donc lui, il dit que c'est lui qui l'a découvert. Maintenant, à côté de ça, il y a DJ Clark Kent, qui est un mec de Brooklyn aussi, qui a beaucoup marché avec lui et qui dit que non, moi je l'ai découvert, j'ai peut-être pas su mettre la lumière sur lui parce que j'étais très jeune, mais voilà, je fais partie des premiers à l'avoir découvert. Et puis il y a DJ Mr. C, qui était le DJ de Big Daddy Kane, célèbre rappeur de Brooklyn, Big Daddy Kane, qui marche sur l'eau à cette époque-là, qui se retrouve même en photo tout nu avec Madonna. Donc Big Daddy Kane est une star, faut le savoir. Et il vient de Brooklyn aussi, son DJ Mr. C, lui aussi, il prétend avoir découvert Biggie. Mais là où Mr. C, on peut lui donner un peu plus de crédit que les autres, c'est que lui, il fait venir Biggie dans son home studio, dans sa cave, le basement, comme ils disent à New York, et il fait enregistrer une démo. C'est très freestyle, il met des beats, l'autre il freestyle, il rappe et tout. Et c'est cette démo-là qui amènera à une signature pour Biggie plus tard. Donc en vérité, Mr. C, c'est vraiment celui qui a mis la lumière sur Biggie, parce que la démo qu'il a enregistrée chez lui, elle a servi à quelque chose. Comment elle a servi à quelque chose? Ça veut dire, en gros,
Big Daddy Kane et Mr. C sont au courant, donc il y a ce Biggie qui cartonne dans les rues de Brooklyn et tout. Et comment il s'appelle, Big Daddy Kane, c'était le premier rappeur player en vrai. Il y avait LL Cool J qui était un rappeur lover, c'est pas pareil. Lui en gros il disait aux filles je t'aime sur les morceaux. Alors que Big Daddy Kane il était en mode peignoir. Il disait moi j'ai plein de meufs. Il posait sur les pochettes de ses albums avec 6 meufs habillées en Aphrodite. Et lui il était en peignoir ou torse nu dans une piscine, tout ça. Big Daddy Kane c'est vraiment le premier à avoir fait ça. Et donc c'est le premier mec qui se changeait sur scène lors de ses concerts, pas sur scène justement en loge. Mais s'il va se changer, il faut qu'il se passe quelque chose sur scène. Et lui, ce qu'il faisait, il prenait les jeunes rappeurs du coin de New York qui buzzaient, il disait « Venez avec moi en tournée et je vous laisse un quart d'heure, vous donnez tout. » Et lui, pendant ce temps, il se change. Par exemple, il a fait ça avec Jay-Z, il a fait ça avec Big L, et il a fait ça avec Biggie. C'est-à-dire, il prenait Biggie, il faisait monter sur scène, vas-y, fais quelque chose, fais un truc et tout. Donc eux, ils sont au courant que Biggie, il tue et tout. Donc Mr. C lui quand il enregistre cette démo, en fait il y a une rubrique dans The Source Magazine qui était vraiment un magazine papier à l'époque mythique et tout, qui était très très lu. C'était entre guillemets sans blasphème la bible du hip-hop, tout ce qui était dit dedans les gens ils prenaient ça pour argent comptant. Et il y avait une rubrique qui s'appelait comment je peux la traduire en français, la relève, les gens forts qui sont pas signés, inside hype, ça se disait, mais c'est genre les mecs qui sont pas signés mais qui sont très chauds en ce moment dans la rue. Et voilà, c'était genre ils avaient une oreille sur ce qui se faisait dans la rue et chaque mois ils mettaient un mec. Et donc je sais plus si c'est Mr. C lui-même ou quelqu'un d'autre qui envoie cette démo, ou peut-être Biggie lui-même, je sais pas, qui envoie la démo à The Source. Ils entendent le truc, ils kiffent de ouf et il publie Biggie justement un mois comme ça en disant lui il est chaud, il est fort et tout. Puff Daddy, lui de son côté, il vient de se faire virer de Uptown Records où il avait bossé et eu beaucoup de résultats en bossant sur Joe Desi, Mary J. Blige, Father MC et j'en passe, Evidy, rest in peace. Et il se fait virer parce qu'il commence à avoir les dents trop longues et le boss André Harrell de Uptown Records, il sent que à un moment il va lui prendre sa place. Donc il le vire. Donc lui quand il végète pendant une semaine, après il se dit bon c'est pas grave, je vais monter mon propre label. Il a toute sa vision, Bad Boy Records, ça, et il cherche des artistes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le mec qui s'occupe de cette rubrique dans The Source en disant toi tu sais c'est qui les mecs chauds du moment, il me faut un mec chaud, il y a qui je devrais signer. Et là le mec lui dit direct Biggie Smalls. Ah ouais et tout. Il dit tu peux m'arranger un rendez-vous avec ce mec-là? Oui, y a pas de problème, je t'arrange le rendez-vous. Après il lui dit mais il y a un souci. Il dit c'est quoi le souci? Les gros. Il dit ah ouais. Il dit mais fais-moi écouter d'abord. Donc il lui fait écouter la démo, il dit non le mec il tue. Je veux le rencontrer. Il dit ouais mais je te préviens, il est gros. Il dit ouais mais gros comme Evidy, genre métis, qui danse, qui peut plaire aux filles même s'il est gros. Et là le mec The Source il dit non il est pas métis du tout, il est foncé. Après il dit ok. Puff Daddy il dit moi aussi je suis foncé, y a pas de souci. Il dit ouais mais il louche. Ah ouais. Puff Daddy dit non mais ça fait beaucoup tout. Bon, moi, ce que j'ai entendu, le mec est fort quand même, je veux le rencontrer. Pas de problème. Ils organisent un rendez-vous, Biggie vient, Timberland, jogging, jogging dans les Timberland. Ça, c'est le look de Biggie et tout. Vraiment, il arrive, un nounours de la rue et tout, machin. Et là, Puffy se dit quand même, waouh, ça va être compliqué au niveau du marketing quand même sur le mec. Mais vraiment, ce que Puffy a entendu artistiquement, il dit, non, c'est trop chaud, je peux pas le laisser. Donc, il décide de le signer quand même. Donc, voilà. La démo qu'il enregistre chez Mr. C, elle a amené à tout ça. Et donc c'est pour ça que on peut donner un peu plus de crédit à Mr. C, même si Clark Kent et Daddy-O sont très importants. Hein. Sans le début, il n'y a pas la suite. Donc voilà. Mais quand ce monsieur signe chez Bad Boy, il est encore un peu dans la rue à vendre de la drogue dans des coins de rue et tout. Voilà. Faut juste remettre les choses à leur place. Tous les rappeurs, quand ils parlent de vente de drogue, ils se font passer pour des grossistes tels Tony Montana ou Sosa. Non, Biggie, c'est un vendeur de coin de rue. Voilà. Comme beaucoup de gens ont fait. Après, quand il fait son rap, il exagère le truc parce que c'est ce qui est vendeur et tout. Mais c'est un vendeur de coin de rue. Donc il est un peu là-dedans. Il a eu un enfant, très jeune.
Donc Puffy lui dit ouais c'est bon maintenant. Avant même, je suis peut-être allé trop vite. Avant de se faire virer d'Uptown Records, il signe Biggie chez Uptown Records. Sauf que Puffy se fait virer. Et quand il se fait virer, il dit André Harrell dit à Puffy et tu prends ton artiste là, Biggie, tout ça, j'en veux pas. Donc à ce moment-là, il y a plus de label derrière Biggie. Il y a une période de flottement et Biggie lui dit mais moi tu m'as dit d'arrêter mes trucs dans la rue parce que j'étais chez toi et maintenant tu me dis que tu t'es fait virer. Dis-moi j'ai une fille, comment je fais? Et c'est là où Puffy, son côté sombre était déjà là depuis le début parce que ceux qui ont vu le film, il y a une version dans le film où Puffy, il lui dit ouais, je suis désolé, laisse-moi le temps de me remettre et on voit Biggie repartir dans la rue, vendre des trucs, se faire courser avec un pote à lui par la police. Et ensuite, quand la police les arrête, ils ont un flingue qu'ils ont jeté avant, mais les keufs ils ont attrapé ce flingue, ils attrapent les deux. Biggie et son pote se retrouvent au poste et en gros ils disent il a qui le flingue. Et c'était le flingue de Biggie et on voit le pote de Biggie dire non. Je vais tout prendre sur moi, toi t'as un talent pour le rap, tu dois rester dehors. Deviens une star. Et quand je sors de tôle, tu me mets bien, parce que tu vas être une star. Et Biggie dit non, je veux pas. Il dit si, fais-le et tout. Et c'est beau, c'est hollywoodien. Sauf que c'est pas ce qui s'est passé en réalité. Moi je suis là pour vous donner la vérité. Puffy, il voit que Biggie a besoin d'argent par rapport à sa fille, qu'il doit assumer sa fille, et en même temps il veut pas que Biggie retourne dans la rue parce qu'il pourrait se retrouver en prison, et là du coup lui il perd son artiste. Donc il décide de lui dire bon écoute, moi je vais monter une boîte d'édition. Alors sans rentrer dans tous les détails parce que ça peut être compliqué, en gros une boîte d'édition quand on est éditeur d'un artiste, ça veut dire qu'on prend 50% de ses droits qui sont générés sur les passages radio, sur les passages en boîte de nuit, sur les passages télé, voilà. Puffy en gros il va être éditeur de Biggie et prendre 50%. Et il lui dit voilà moi ce que je te propose c'est un chèque de $20,000 ou voilà un truc comme ça et tu me cèdes tes éditions. Sauf que ça coûte pas $20,000 aux États-Unis, ça coûte beaucoup plus. Mais Puffy, il sait que Biggie, il est en galère. Et que $20,000 quand t'es en galère, c'est très très bien. Donc il en profite et il fait ça. Et Biggie sait même pas c'est quoi les éditions en fait. Donc lui, il entend juste $20,000. Vas-y, signe où? Et Puffy, il lui fait à l'envers à ce moment-là. Mais bref, on en reparle plus tard. Et c'est ce qui permet à Biggie de vivre. Et ensuite... Donc il crée Bad Boy et là il signe Craig Mack, Rest in Peace, et Biggie en même temps. Et ce qui fait ce superbe coup marketing qu'il avait fait avec ses boîtes de hamburgers, il y avait marqué Big Mac dessus pour Notorious Big et pour Craig Mack. Et c'est là que Puff Daddy dit non, on va faire quelque chose de ouf avec toi. C'est vrai que t'as pas une tête de beau gosse tout ça, mais on va faire comme si tu l'étais. On va te vendre aux meufs et tout ça. Et à partir de maintenant, tu ne seras plus Biggie Small, tu seras le célèbre Big de Notorious B.I.G. Et ça devient son nouveau nom et tout. Et c'est là où c'est fou. Ton premier album, t'es déjà célèbre, quoi. On t'appelle célèbre. Ça, c'était un coup de Puff Daddy. Et voilà. En tout cas, on va écouter un peu de musique avant de vraiment rentrer dans l'épisode Bad Boy. Alors, on va écouter le morceau Just Playing de Notorious B.I.G. Ce morceau, c'est un morceau, déjà Just Playing, ça veut dire hey, je rigole les mecs, mais c'est un morceau où il dit qu'il veut baiser toutes les meufs du R&B. Et le refrain c'est je rêve de baiser une pute du R&B, R&B bitch. Et ce qui n'a pas plu à toutes les filles qui étaient citées dedans, notamment Mariah Carey. On verra par exemple que Mariah Carey a collaboré avec tous les rappeurs possibles et elle a aucun morceau avec Biggie parce qu'elle lui en voulait. Parce qu'il avait dit un truc sale sur elle, ou tout ça. Pareil, chez Tony Braxton aussi, elle avait mal pris. Mais bref, lui, il était là, il voulait, mais, ouais, le truc le plus horrible, c'était Escape, qui est un groupe de 4 filles, qui était produit par Jermaine Dupri, Sosodef. Et faut dire, j'y suis pour rien, hein, moi, je relate les faits. Faut dire qu'à l'époque, le premier album d'Escape cartonne, mais tous les mecs critiquent en disant, ok, elles chantent bien, mais qu'est-ce qu'elles sont moches. Donc vraiment, il y avait ça. Et Biggie, dans son morceau Just Playing, il dit Escape, non, je préfère baiser RuPaul. RuPaul, c'est un travelo. Et en gros, il dit que lui préfère baiser un travelo que baiser Escape. C'est parti en vrille totale. Escape, elles sont montées sur Biggie, elles sont parties l'embrouiller parce que c'est des KRA en plus.
Mais pour la petite histoire, je pense que j'en ai parlé dans la spéciale Sosodef, sur le deuxième album, il y a eu un effort incroyable sur les coiffures, le maquillage, tout ça. Escape, elles sont devenues belles au deuxième album. Donc, c'était pas que Biggie qui pensait ça, c'était la majorité des gens, donc voilà. Mais tout ça pour dire que ce morceau était sale, en même temps marrant. Et c'est ce qui a inspiré le How to Rob de 50 Cent beaucoup plus tard, où 50 Cent, quand il a voulu rentrer dans le game, il s'est dit, bon, moi, c'est simple, j'ai plein de problèmes, j'arrive pas à faire mon buzz. Moi, si la musique, ça marche pas, je vais braquer les rappeurs. Et il a fait tout ce que Biggie a fait en disant, moi, je rêve de baiser une meuf du R&B. Lui, il a dit, moi, je rêve de braquer les rappeurs. Alors, si je vois tel rappeur, je lui fais ça, je vais tel... Il s'est inspiré, donc, voilà. Biggie, précurseur. Et on va écouter le morceau, qui est pas un morceau, qui est un freestyle, justement, que Biggie avait fait pour ce fameux DJ Mr. C, qui est le DJ de Big Daddy Kane. Le freestyle s'appelle The Wickedest. C'était sorti un peu en pirate à l'époque, et Funkmaster Flex, il avait récupéré le freestyle pour le mettre dans une de ses compiles. Et voilà, qu'on voit bien un peu comment Biggie c'était un kicker, on voit tout ça sur ce morceau. On écoute ces deux morceaux, on revient tout de suite après. C'est Roule avec Driver, spécial Notorious Big. Maintenant, on va vraiment rentrer dans l'heure Bad Boy, ça veut dire ça y est, il est signé. Il y a Party and Bullshit qui a bien tourné. Ils ont fait un clip un peu street, tout ça, machin. Mais voilà, il est vraiment sur la rampe de lancement. Puffy croit beaucoup en Biggie, en Craig Mack. Et il y a Clive Davis, le patron d'Arista à l'époque, qui est vraiment un ancien de la musique et le mec qui a découvert Whitney Houston par exemple et qui l'a signé, qui est derrière Puffy, qui a mis de l'argent sur Bad Boy en disant voilà, je te donne tant, fais ton label chez moi et tu me rembourseras. Et Puffy il a dit je te rembourserai avec 1 million de plus. Tellement il est sûr de cartonner. Et vraiment ils ont une équipe de street marketing, ce qu'on appelle le street marketing, incroyable à New York. Ça veut dire on voit arriver les camions avec tout le camion qui est habillé aux couleurs de Bad Boy ou alors de l'album de Biggie qui roule partout dans la rue, des gens avec des pancartes partout. Il y a vraiment énormément de gens qui sont dévoués à Bad Boy et qui bossent sur ça. Et du coup, l'album de Biggie, il est assez attendu parce qu'ils ont fait un gros marketing et que surtout il y a Craig Mack qui marche un petit peu avant Biggie en fait, avec son hit Flavor in Your Ear. Et Puffy il est derrière tout ça, il dit c'est Bad Boy, tout ça, Craig Mack, Biggie. Donc les gens attendent l'album. Pas comme aujourd'hui, on aurait attendu un album de Kendrick Lamar ou à l'époque un 50 Cent, tout ça. C'est pas la première semaine de Biggie, c'est pas les premières semaines de 50 ou de Snoop ou de Kendrick Lamar aujourd'hui ou tout ça. On n'est pas là-dedans, ou Drake. On n'est pas dans ce genre de buzz. On est encore sur un mec, il a 1 ou 2 morceaux qui traînent dans la rue, des freestyles. Les gens, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais il doit confirmer et il doit faire des hits. Et les hits, Biggie, il sait pas ce que c'est. Biggie, c'est un mec qui est rap brut. Il dit des trucs que les autres n'osent pas dire. Il va très très loin. On l'aime pour ça, Puffy l'aime pour ça, mais par contre, tu dis, moi, pour que ton album marche, pour qu'on gagne tous de l'argent, il me faut des morceaux pour la radio. Et Biggie dit, ouais, mais j'ai un morceau pour la radio que j'ai enregistré. Il lui dit, vas-y, fais écouter. Et là, il lui fait écouter le morceau Machine Gun Funk, qu'on va écouter juste après, qui est juste un morceau de barbare. Moi, j'adore ce morceau, hein, mais c'est pas le genre de morceau qui peut passer à la radio. Par exemple, dans ce morceau, il dit, oui, je vais te frapper comme Ike frappait Tina Turner. Non. Tu peux pas sortir ça. Dedans, il dit je vais te fumer. Nique le taekwondo. Moi, je sors mon 44, mon Magnum ou je sais pas quoi, mon flingue. D'ailleurs, il y a un rappeur français qui a un peu repris cette phase. Je ne dirai pas qui. Vous aurez peut-être deviné. Mais il a juste changé de sport. Hein. C'est pas le taekwondo pour lui. Mais bref, c'est la vie. Ça arrive très souvent. C'est le rap français. Et comment ça s'appelle donc lui, il est sûr que Machine Gun Funk, c'est un hit. Et il dit, moi, je veux être le Ice Cube de la East Coast. Et Ice Cube, c'est un mec qui n'a pas vraiment de hit à l'époque et il marche quand même. Pour d'autres raisons et tout. Et donc lui, il dit, en gros, moi, je veux pas faire des trucs langoureux. Moi, je veux être comme Ice Cube. Et
Là, Puffy lui dit bon, on a un problème parce que Machine Gun Funk c'est pas du tout radio fusable. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis. Et je vais t'expliquer ce que c'est moi un hit. Donc et là il sort un sample d'un groupe de funk qui s'appelle M2Me. Le morceau s'appelle Juicy Fruit. Une chanson d'amour, c'est très langoureux et tout. Il lui met le sample et il dit voilà, il faut que tu rappes sur ce sample et tout. Et là, ils sont en studio. Et ça, par contre, on voit ça dans le film et ça, c'est réel. Et tous ses potes qui sont autour de lui sont morts de rire. Ils disent, je vais pas rapper sur ça, mais c'est des trucs de bouffon, truc, machin. Et Biggie, il dit, mais il rit, il dit, mais je vais rien faire sur ça, ça va pas ou quoi. Moi, en gros, je suis Ice Cube. Ice Cube, il aurait pas rappé sur ça. Donc, moi, c'est pas possible. Donc, Puffy, il se prend même pas la tête. Il dit, écoute, j'ai un truc à faire. Je reviens dans 2-3 heures. Enregistre ça, s'il te plaît. Tu veux qu'on devienne riche? Tu veux devenir riche? Enregistre ça. Et lui, il dit non, ça m'intéresse pas. Après, Puffy se barre. Biggie, c'est un grand fumeur. Enfin, c'était, il est plus là. Un grand fumeur de weed. Il demande de la weed, il commence à fumer. Il y a des meufs qui sont en studio. Il bédave. Il commence à être un peu fonce-dé. Il dit, fais tourner le truc là, l'instru et tout. Ouais, on le fait tourner. Il faut savoir que Biggie, il écrit pas. Là encore, j'ai vu une photo là il y a quelques jours de d'Abrat qui a eu la chance de collaborer avec lui. On écoutera leur morceau plus tard dans l'émission. Et elle a une photo avec lui en studio et on voit Dabrat avec son cahier. Biggie là avec un blunt, un joint. Et cette image là, elle est magique. La photo elle a été postée il y a quelques jours. Vous pouvez voir sur le compte de Dabrat. Dabrat qui est une grande fumeuse aussi. Ça veut dire elle refuse jamais un blunt. Mais à un moment, elle doit écrire. Donc, elle a son cahier. Biggie, il a un blunt. Il est en train de rouler son truc sur des feuilles ou un cahier ou je sais pas quoi, mais c'est pas pour écrire, lui. Et donc voilà, Biggie, c'est un mec, il écrit dans sa tête, comme Jay-Z, comme Lil Wayne, il écrit dans sa tête. Donc en vérité, il rentre dans la cabine et il commence à imaginer le truc et il le rappe. Et Puffy revient donc, c'est 2 heures, 3 heures plus tard. Et il entend une partie du truc et tout. Il dit, finalement, il a enregistré. Après, il dit, oh, stop, mettez-moi tout du début. Il écoute le truc. Et là, Puffy sourit à pleines dents. À ce qu'il se dit, on l'a. Et même les potes de Biggie qui riaient au début, ils disent, j'avoue, c'est pas mal, hein. Après, Puffy lui fait comprendre, il m'en faut un autre. Ils enregistreront Big Papa. Plus tard, quand ils sortiront les singles, donc Juicy et Big Papa, qui seront des cartons, Biggie aura compris. Ok, c'est ça que tu me demandais, je comprends pourquoi ça marche. Il dit, ouais, voilà. Maintenant, l'album, il cartonne, mais on peut en vendre encore plus. Mais dans l'album, t'as plus rien pour ça. Donc, ils prennent un morceau, One More Chance, qui est une version assez brute dans l'album. Ils disent, on va faire un remix. Puffy, il prend pareil, un autre sample de funk, il prend Elle de Barge, qui est un grand groupe de funk d'époque et tout, un truc très mélodieux, très R&B et tout. Il dit, tu vas rapper sur ça. Et là, ils font le remix de One More Chance, qui est un carton total. Et ça fait que Ready to Die, le premier album de Biggie, c'est un carton total. Parce qu'il y a ce qu'il faut en termes de morceaux durs, hardcore, parce que Ready to Die, c'est un album de gangsta rap. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, c'est par rapport à ce qu'il dit, c'est un album de gangsta rap. Mais il y a les singles qui sont R&B ou West Coast, en tout cas ensoleillés, et qui cartonnent et qui tournent en radio et qui jusqu'à maintenant sont joués et sont des classiques. Et Puffy, il a amené ça à Biggie. Je sais que Puffy, il est beaucoup critiqué pour son côté l'argent, escroc, et je suis pas mes artistes. À un moment, quand j'ai fini avec eux, je m'en fous de ça. Mais il y a quand même un truc qu'il faut lui reconnaître, c'est qu'il a une vision du hit et ça génère de l'argent. Après, est-ce que l'argent va là où il doit aller à chaque fois? Je sais pas. Mais en tout cas, il va dans sa poche, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il a rendu Biggie légendaire. Et du coup, Biggie, il a compris. Parce que c'est un mec intelligent, il a compris comment on faisait, et sur l'album d'après, il les fera tout seul, ces hits. Il aura même pas besoin que Puffy le dirige, il les fera tout seul. Donc voilà, Ready to Die, multiplatine, des hits de folie, et surtout une nouvelle façon d'écrire, une nouvelle façon. Moi, le truc que j'aime le plus chez Biggie, c'est sa façon de décrire, pas d'écrire, de décrire, la description. De mettre des sentiments plutôt que de raconter une histoire, un storytelling où les gens ils vont dire à ce moment-là j'ai fait ça. Lui, il te dit de l'intérieur ce qu'il ressent.
ou ce que tu peux ressentir quand tu fais ces choses-là. Et moi, je trouve que sur ça, il est imbattable. Vraiment, et je trouve que c'est ce qui fait qu'on dit que c'est un lyriciste de folie. C'est que le mec, quand il y a un morceau, je crois que c'est d'ailleurs le dernier morceau de Ready to Die, où il dit qu'il veut se suicider. Tous les détails qu'il donne, on dirait qu'il a vraiment tenté de se suicider dans sa vie. Et c'est troublant. Pareil, il y a Gimme the Loot, qui est un de mes morceaux préférés sur l'album, où il raconte un braquage. C'est-à-dire entre lui, qui est un ancien braqueur, ça veut dire. Quand j'ai ancien, ça veut dire il fait ça depuis longtemps. Il a pas arrêté. Et un jeune, qui lui, c'est son premier braquage. Sauf que Biggie fait les deux voix. Il y a sa grosse voix quand c'est l'ancien, et il fait une voix aiguë quand c'est le jeune. Mais on dirait un film, le truc. À chaque fois que je l'écoute, je dis, c'est pas possible. T'as le petit qui panique pour rien. Ah, il y a les keufs, il veut courir. L'autre dit, oh, calme-toi. On s'en fout. On va tirer sur les keufs, on va se barrer. On a l'argent sur nous, il y a pas... Bref, tout le morceau, il est incroyablement décrit. Et c'est fou. On dirait qu'il a vécu toutes ces choses-là, alors que non. Biggie, c'était pas un braqueur. Mais il a une capacité à voir le cinéma. À un moment, il s'autoproclamait le Alfred Hitchcock du rap. Par rapport à tous ces scénarios qui se faisaient dans sa tête, un morceau sur la paranoïa comme Warning, où il décrit un peu une journée d'un dealer, mais qui commence chez le coiffeur et tout ça, mais quand il rentre chez lui, c'est un peu la dernière scène de Scarface, quand Tony Montana, les gens viennent chez lui pour lui tirer dessus. D'ailleurs, dans le clip, ils refont cette scène-là. Et un truc un peu sur la paranoïa, sur la haine des gens, la jalousie des gens par rapport à lui. Et il savait décrire toutes ces choses-là, et vraiment c'était, voilà, une vraie plume. Et surtout quand je disais qu'il allait là où les autres n'allaient pas, qu'il allait très loin. Moi je pense à un morceau comme Ready to Die. Là il se met vraiment dans la peau d'un mec qui a plus rien à perdre. Et à un moment il ose dire nique ma mère, nique ma fille, nique ma femme, je suis prêt à mourir, j'en ai rien à foutre. Et dire des trucs comme ça dans des morceaux, juste ta mère, déjà c'est compliqué. Bah alors ta fille, tout ça, non. Et c'est juste pour dire, voilà, je suis prêt à mourir, là j'en ai plus rien à foutre, je suis prêt à tout, c'est maintenant ou jamais, je le fais ou je meurs. Il y a des trucs. Ou alors dans Gimme the Loot, le fameux morceau, il raconte le braquage. Je crois que c'est dans Gimme the Loot. Ou peut-être dans un autre morceau, je sais plus, mais en tout cas c'est dans ce premier album, il dit qu'il en a rien à foutre quand il vend de la drogue, il est prêt à vendre de la drogue même à une femme enceinte. Et on voit une scène comme ça dans le film où il accepte d'aller... personne veut vendre, il y a une femme enceinte qui demande de la drogue et tout. Tous les dealers disent dégage, toi arrête, t'es enceinte. Et Biggie il y va, il dit non, moi j'ai ce qu'il faut et tout. Bon, on sait pas si cette scène a existé, moi je pense qu'elle a pas existé, mais en tout cas il l'a décrit dans un de ses morceaux, donc ils se sont dit que ce serait bien de la mettre dans le film. Voilà, mais bon, en tout cas voilà, Biggie, un as dans la description, un as dans l'écriture, il est fou, et quand tu te dis qu'il utilise pas de papier, c'est dingue. En tout cas, voilà, premier album de Biggie, un succès total, le mec devient une star. Comme je l'ai dit, Craig Mack a marché un petit peu avant lui, et tout de suite après, Biggie il est passé dessus, et Craig Mack, il sera même plus chez Bad Boy pour son deuxième album. Bon, il s'est embrouillé avec Puffy, comme la majorité de ses artistes, mais Biggie devient vraiment le fer de lance de Bad Boy. C'est lui, c'est la star. Donc, tout va bien, enfin presque, parce que beaucoup de gens l'érigent comme le roi de New York. Mais il y a des gens qui contestent un peu. Aujourd'hui, comme il est mort, c'est une légende, tout le monde dit du bien, mais je tiens quand même à rappeler que il y a des gens comme Wu-Tang, pas tous, parce que Method Man est sur le premier album de Biggie, mais il y a des gens comme Raekwon de Wu-Tang qui parlaient mal de Biggie et qui étaient pas d'accord avec tout ça, le fait qu'il y ait des singles radio, lui voulait un New York très dur et tout. Et OGC, qui font partie de la clique Duck Down, qui est la même clique que Black Moon, tout ça. Eux, ils aimaient pas le côté player de Biggie, machin, donc ils l'ont un peu attaqué sur un morceau. Et il faut savoir, j'en ai parlé, je sais plus dans quelle émission, que Biggie, même s'il en a jamais fait la pub, et il était vénère que OGC parle mal d'eux. Un jour, il a su qu'ils étaient dans le fameux studio dans lequel DJ Premier travaillait tout le temps, le D&D Studio. Quelqu'un l'a appelé en disant ouais, ils sont là, il est venu, flingue, il a déchargé, il a mis des coups de crosse au mec, il leur a cassé la gueule. Ça, les gens ils sont pas trop courants parce qu'à l'époque il y a pas internet, tout ça. Et même lui, il en a jamais fait la publicité. Mais voilà, Biggie c'était aussi ça. Les gens le voient toujours comme un gros nounours, mais non, pas que ça. Et je parlais de Method Man pour la petite histoire. Comme vous savez qu'on aime les anecdotes ici. Le morceau de What, qui est produit par Easy Moby,
Ils font le morceau ensemble et quand le morceau se termine, quand Method Man part, Biggie dit à Easy Moby, qui est le beatmaker, il m'a eu. Il dit comment ça il t'a eu? Il dit il m'a battu sur le morceau. Method Man m'a battu sur le morceau. Biggie c'est vraiment un compétiteur lui et quand il monte sur le ring faut qu'il gagne. Donc il était vraiment vénère, il était pas bien et tout. Et Easy Moby il dit non pour moi vous êtes 50-50. Il dit non il m'a eu et ça me rend fou et tout. Et il y a eu une interview donc après la mort de Biggie de Method Man, on demande à Method Man ouais bah apparemment Biggie il disait que tu l'avais battu et lui il disait non c'est pas vrai, on est à 50-50 machin. Bon je pense que il était poli, en plus Biggie était mort, mais c'est vrai que Method Man est magique sur le morceau. Mais Biggie est pas loin du tout, hein. Ça veut dire, s'il y a des gens qui disent que Biggie est meilleur, moi je leur dis pas qu'ils sont fous. Mais ça se joue à peu de choses. Mais pour moi, Method a élevé son game un petit peu plus, mais léger. Ça donne un très gros morceau. Malheureusement, il y a du soleil, tout marche bien, tout se passe bien pour Biggie et les premières intempéries arrivent parce que il y a cette guerre East Coast, West Coast. Il y a sa guerre, lui, par rapport à Tupac. Mais d'abord, il faut rappeler que Biggie et Tupac étaient d'abord amis. Comme je l'ai dit en début d'émission, Tupac, il découvre le morceau Party and Bullshit alors qu'il est en train de tourner le film Poetic Justice avec Janet Jackson. Il adore le morceau, il dit à son équipe, trouvez-moi ce mec-là, moi quand j'arrive à New York, faut que je le rencontre, j'adore ce qu'il fait. Donc, en gros, la rencontre se fait, on dit à Biggie, Tupac, qui est déjà quelqu'un, qui est déjà une star, qui a déjà des disques, qui fait du cinéma déjà, il dit, Tupac, il veut te rencontrer. Et Biggie dit, oh, je l'adore et tout, donc il n'y a pas de souci. Et pour revenir un petit peu en arrière, faut savoir que Biggie, la West Coast, les rappeurs de la West Coast, c'était pas son truc. Il aimait pas, en fait. Il en avait rien à foutre. Et à New York, si c'était pas Dr. Dre, Snoop, qui étaient déjà des stars, un petit peu Tupac, ils en avaient rien à foutre aussi. Ils avaient tout ce qu'il fallait à New York. C'est pas comme aujourd'hui où New York, c'est un peu pauvre et ils se tournent un peu vers le sud ou quoi. À l'époque, New York, c'était mortel. Donc, la West Coast, c'était mortel aussi. Ils cartonnaient, mais eux, ils se prenaient pas la tête. Ils se prenaient que Dre, Snoop, Warren G, voilà les gros trucs qui marchaient. Mais dans le quartier de Biggie, il y avait un mec, un bon pote de Biggie, c'était un fan de West Coast de malade. Mais quand je dis de malade, c'est que moi je connais plein de gens comme ça. Bon, je me connais aussi moi-même. Et et ce que je veux dire, c'est que il connaissait même les trucs sombres, les trucs indépendants, les trucs. Et lui, il cassait les couilles à tous ses potes de Brooklyn. Écoutez ça, tu. Tout le monde disait, ah, tu nous fais chier avec tes trucs de West Coast, tu fais quoi? Après, lui, il allait voir Biggie, il disait, hey, toi, c'est pas pareil. Toi, t'es un rappeur, tu dois tout savoir et tout. Il faisait écouter des trucs comme Spice One, des trucs de la baie, des trucs sombres de la baie, tout ça, machin. Et après, il a dit, par contre, il y a un mec qui s'appelle Tupac. Lui, il faut absolument que tu l'écoutes. Et Biggie dit, oh, tu vas encore me faire chier avec tes trucs de West Coast, tout ça. Il dit, non, mais écoute-le, lui. Et là, Biggie prend une claque. Il dit, ah ouais, non, lui, il a un truc, ah ouais, quand même. Et il lui dit, ah, tu vois, je t'avais dit. Et il commence à beaucoup écouter Tupac. Et quand on lui dit, Tupac, il veut te rencontrer, là, il se dit, waouh, ok, lourd. Donc, ils se rencontrent et ils deviennent potes tout de suite. Et la relation qu'ils ont, c'est quand même, Tupac, c'est son grand frère dans le business. Il lui apprend les ficelles, il lui apprend les trucs. Fais ci, fais ça, fais attention à ça, fais attention à ci. Et la rumeur dit que, et là je parle de bruit de couloir, et vous savez que Driver est toujours dans les couloirs, que c'est Tupac qui lui explique les éditions. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, le contrat que Puffy lui a fait signer pour à peu près 20 000 balles pour que Biggie reste là et qu'il se calme et tout. Et il lui explique ce que c'est. Et quand il comprend ce que c'est, il va voir Puffy direct et lui dit, hey, tu m'as arnaqué sur ça. On déchire ce contrat, on en fait un autre. Tu dois me donner plus d'argent. Ou alors, moi, je crée ma propre boîte d'édition et tout ça, machin. Puffy, mais non. Ils se prennent la tête, mais Puffy veut pas perdre Biggie. Donc finalement, il lâche du lest et Biggie monte sa propre boîte d'édition et voilà. Et il rééquilibre un peu le truc et il prend plus d'argent et tout. Et voilà. Donc, Tupac, il était là en tant que grand frère. Il lui expliquait vraiment les trucs. Fais pas ci, fais pas ça. Et Tupac, il lui avait dit, fais de moins en moins de trucs de gangster, rap pour les filles. Tu le fais super bien.
tu le fais super bien, rap pour les filles, et tu vas voir, tu vas devenir riche, tu vas devenir célèbre, et machin. Et il disait, ouais, non, mais moi, j'aime bien comme ce côté gangster. Il dit, t'en as pas besoin, je te jure, et tout. Il lui donnait énormément de conseils. Donc, faut savoir, c'est vraiment des amis. À chaque fois que Tupac était à New York, il traînait avec Biggie, avec un autre pote à lui, un mec qui s'appelle Stretch, qui vient d'un groupe qui s'appelle Live Squad. Ils sont tous morts, aujourd'hui, que ce soit Stretch, Biggie, Tupac, ils sont tous morts. Bon. Mais voilà, ils traînaient tous ensemble, et, c'était vraiment des amis, et Biggie avait énormément de respect, c'était son grand frère. Ok. Ensuite, il y a cet épisode, cet infâme épisode de l'ascenseur du Quad Studio à New York. Et votre humble serviteur driver a eu la chance d'enregistrer là-bas. Bon, longtemps après enfin pas si longtemps que ça, mais après le meurtre de Biggie. Donc ça fait que quand moi je rentre dans le studio, je prends l'ascenseur. Enfin, le meurtre de Biggie, je dis n'importe quoi. Le shooting de Tupac qui ne meurt pas à ce moment-là. Mais quand je prends l'ascenseur, je me sens un peu comme Tupac Shakur. Je suis totalement parano. Je regarde à droite, à gauche. J'ai l'impression qu'il y a des mecs, des Haïtiens qui vont venir me tirer dessus. Tout ça. Je suis pas bien. Mais en même temps, je me dis, voilà, je suis sur les traces de Tupac, Biggie qui enregistrait ce jour-là aussi. Voilà, je suis sur leurs traces et je suis très content d'être là-dedans. Bref. Tupac doit enregistrer pour un rappeur qui s'appelle Lil Sean, qui est signé chez Uptown Records à l'époque. Et ils doivent faire un feat. Et ce qui me chagrine, ce qui me fait mal au cœur, c'est que à cette époque-là, Tupac, on n'est pas en 2018. Ce que je veux dire, c'est que Tupac, c'est une légende. Il deviendra encore plus légendaire après sa mort. Mais ce jour-là, Tupac, il vient faire un feat avec Lil Sean pour $7,000. Sur ma vie, je l'aurais donné plus. À chaque fois que je lis ça dans les trucs, ça me rend ouf. Mais c'était comme ça à l'époque. Voilà, Tupac, c'est un mec qui dépensait beaucoup d'argent en frais d'avocat parce qu'il avait toujours plein de procès. C'est un mec qui assumait énormément de gens autour de lui. Il était très généreux, il donnait de l'argent à tout le monde. Donc très souvent, il se retrouvait en galère de thunes. Il avait besoin de thunes. Il faisait des feats pour des sommes, mais c'est pas possible aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, tu veux Drake, tu l'as pas pour 7 000. Tu vois, c'est impossible. Drake, son manager, il va t'insulter. Si tu dis j'ai 7 000, je veux Drake. Voilà. Lil Sean, il a eu Tupac pour $7,000. Moi, chaque fois que je lis ça, je me dis, mais merde, j'aurais donné plus, moi. Mais bon, bref. Il vient pour enregistrer avec Lil Sean, et moi, j'arrive vraiment à visualiser le truc, parce que comme je vous disais, j'étais là-bas. Et de toute façon, dans le film, ils ont bien refait la scène. Le studio, il est en hauteur. On prend un ascenseur, donc les studios, ils sont en haut, contrairement à la plupart des studios où c'est en rez-de-chaussée ou en sous-sol. Là, c'est vraiment en hauteur, il y a un bâtiment de plusieurs étages et les studios sont en haut. Donc, quand Tupac arrive, il y a Lil Cease, qui est le pote de Biggie, qui est par la fenêtre en train de bédave, le bande de Biggie, c'est des chefs de weed, ils adorent bédave. Et il voit Tupac, il crie, oh, Tupac et tout, alors, ça va et tout, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, oh, si, ça va. Il dit, ouais, Biggie, il est là. Il dit, ok, j'arrive, je monte. Il dit, vas-y, monte. Et Lil Cease dit à Biggie, il y a Tupac qui monte. Et là, Tupac, quand il rentre dans le hall et il attend l'ascenseur, il y a des mecs suspects qui sont déjà dans le hall, mais vraiment des KRA en train de lire un journal, genre caché dans un journal, c'est bizarre. Et ces mecs-là, en fait, à un moment, ils arrivent, dès que l'ascenseur est s'ouvre, ils arrivent vers Tupac, ils le braquent. Et ils disent, vas-y, donne tes bijoux, tout ça, ils veulent le dépouiller. Et Tupac, il a un flingue sur lui. Donc il veut prendre ce flingue. Et quand eux, ils comprennent qu'il veut prendre un flingue, ils tirent avant. Donc, ils lui tirent dessus, boum, 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 boum. Et l'ascenseur se ferme sur lui. Eux, ils prennent ses bijoux, tout ça, ils se barrent. Et l'ascenseur se ferme un peu sur lui et tout. Et ils montent. Et là, à ce moment-là, ils voient Puffy, Biggie, tout le monde qui ont entendu les coups de feu et tout ça. Et ils voient Tupac en sang, mais qui est vivant et tout. Et en fait, ils sont tous choqués. Et Tupac, lui, dit que ils avaient une attitude suspecte, en fait. Il dit que le regard de Puffy, Biggie, tout ça, c'était un regard de gens qui étaient au courant de ce qui allait se passer. Alors Biggie lui dit non, il venait de se faire shooter, il avait pas les idées claires, donc il est devenu parano, mais nous, on n'était pas au courant, voilà, on savait pas ce qui allait se passer. Bref, il y a des gens appellent l'ambulance, Puffy, il est en totale panique. Mais Puffy, il est en panique. Je sais pas de le défendre, mais Puffy, il est en panique parce que c'est pas un mec de la rue, en vrai. Et il se retrouve devant des situations comme ça, et il est en panique totale. Sauf que Tupac, lui, voit le mec en panique en se disant, putain, il est pas mort.
il aurait dû mourir. Voilà ce qu'il ressent en fait. Et tout le monde lui dit ça va et tout, et lui il dit non, il leur fait un doigt, c'est-à-dire il y a les premiers soins, bandage, tout ça, on le met sur le brancard et on l'emmène, et lui il fait un doigt à toute l'équipe de Bad Boy en partant comme ça. Et donc il est à l'hôpital. Il faut savoir qu'il a été jugé, il doit aller en prison peu de temps après et tout, et il est troué de partout. Mais lui, ce qu'il déplore, c'est qu'il dit il est jamais venu me voir Biggie à l'hôpital. Donc pour moi, il a quelque chose à se reprocher. Quand j'étais à l'hôpital, il est pas venu. Et Biggie lui dit non, on m'a empêché d'aller le voir. C'est-à-dire quand moi je voulais aller, il y avait la sécurité, parce que tout le monde disait ouais, les mecs ils vont venir terminer le travail en fait. Donc ils empêchaient tout le monde de rentrer. Donc Biggie dit moi je voulais aller le voir, on m'a empêché. Donc bref, qui a raison, qui a tort, on sait pas. Tupac se retrouve en prison. Et quand il est en prison, il y a un morceau de Biggie qui sort, qui s'appelle Who Shot Ya, qui t'a tiré dessus. Et là, Tupac, quand il entend ça, il dit ok, là, il y a pas de doute. C'est Biggie et son équipe qui ont fait ça. Ok? Sauf que Biggie, sans vouloir balancer, mais nous on a vite compris, il dit, mais moi dedans, les gens ils pensent que c'est un clash à Tupac et tout. Il dit, mais moi dedans, je parle pas de lui. Il dit, écoutez bien les paroles, je parle pas de lui. Sauf que la première phrase qu'il dit, c'est qui t'a tiré dessus. Et ensuite, il fait son morceau où on parle pas de Tupac. Et Biggie, c'est un mec, voilà, très freestyle, tout ça. Donc, il a enregistré le morceau. Il avait même pas le titre. C'est Puffy qui est venu, la science du marketing. Tupac s'est fait tirer dessus. On va appeler le morceau Who Shot Ya. Alors qu'il y a même pas de refrain dans le truc. C'est pas ça le refrain. C'est juste la première phrase du morceau. Mais Puffy dit on va l'appeler comme ça va créer une polémique, ça va faire du buzz sur le morceau. Bon, le morceau cartonne comme prévu et tout. Sauf que Tupac, il est vraiment en mode putain les bâtards, je suis en tôle, je peux rien faire. Ils sont en train de m'attaquer. Et entre-temps, il y a Suge Knight qui trouve enfin le moyen de récupérer Tupac. Il courtisait Tupac depuis longtemps et là il trouve le moyen de non seulement faire sortir Tupac de prison alors que il est là-bas pour viol et qu'il a pris une lourde peine. Alors l'autre, Suge Knight, j'en ai déjà parlé dans le spécial Death Row, il est connecté avec des procureurs, des juges, des machins, donc il trouve le moyen de le faire sortir. Du coup, il lui dit, je te fais sortir, je sauve ta vie, je te signe chez Death Row, mais par contre, toi et moi, on part en guerre. Moi, je suis anti-Puffy, moi. Toi, t'as l'air d'être anti-Biggie, donc on part en guerre contre Bad Boy. Lui, il dit, y a pas de problème, en plus, ils ont fait le morceau Shot Ya, tout ça. Donc ça donnera le morceau Hit 'em Up, qui est sanglant, alors là, c'est incroyable et tout, où dedans, il clame avoir baisé Faith Evans, la femme de Biggie, ce qui fera des histoires entre Biggie et Faith. Tout à l'heure, on écoutera un morceau de Jay-Z et Biggie où Biggie il en fait allusion, on en parlera tout à l'heure. Bref, ça met le feu aux poudres. Entre Suge Knight qui parle sur Puffy tout le temps, Suge Knight qui pose avec la femme de Puff Daddy en faisant le signe des Bloods sur la photo, Tupac qui pose avec Faith Evans, tout ça, ça faisait truc. Mais Biggie, il répond jamais en fait parce que il est vraiment en mode petit frère de Tupac et il veut pas ça et il se dit j'espère que il va retrouver la raison, il va comprendre que je lui en veux pas, j'y suis pour rien et voilà. Sauf que Tupac il est parano, il est en guerre et puis moi je me mets à sa place, le morceau s'appelle Who Shot Ya. T'es obligé de te dire Biggie il a quelque chose à voir. Alors dedans il y a Jimmy Rosemond qu'on appelle Hankman, qui a commandité le meurtre le shooting pardon, parce qu'il meurt pas à ce moment-là Tupac, et qui l'a avoué et tout. Il est au courant de tout ça Tupac, mais il parlera de toute façon de Hankman et de Haitian Jack qui travaillait avec Hankman et qui a commandité le shooting et qui était même sûrement là ce jour-là. Et il parlera de tout ça donc et tout, mais il dit que Bad Boy, ils étaient au courant et ce qu'il leur reproche, c'est de pas avoir géré cette histoire. Alors que lui, Tupac, il gérait des histoires pour les New-Yorkais qui avaient des embrouilles à Los Angeles, notamment Treach de Naughty by Nature, qui est de New Jersey, mais c'est pareil, c'est le même que c'est à côté. Et Treach qui a eu des embrouilles avec des Crips à Los Angeles, des Crips qui voulaient le tuer clairement. Et Tupac, il a été voir des Crips en disant non, c'est mon pote, faites rien. Et ils ont calmé le jeu. Et lui, il disait en gros, New York, c'est chez eux, ils doivent gérer ces histoires-là pour moi, comme moi j'aurais géré pour eux là-bas à Los Angeles, et ça n'a pas été fait. Donc voilà, tout ce truc avec Suge Knight fait que voilà, c'est la guerre et Tupac, le clan Death Row, ils attaquent.
Et Biggie se défend jamais, en fait, parce que lui, il se dit non, tout. J'espère qu'on va faire la paix, j'espère qu'on pourra discuter à un moment. Malheureusement, l'histoire a fait ils ont jamais pu se retrouver face à face sans les clans autour pour discuter, alors que moi, je reste persuadé que eux deux, dans la même pièce, ils auraient fait la paix. Moi, je le sais. Parce que c'est des amis, en vrai. Et c'est tout le truc derrière de Suge Knight, de tout ça. Puffy, parce que Puffy, en mettant Ushotia, elle a mis le feu aux poudres. Et voilà, c'est vraiment leurs producteurs qui ont fait que leur embrouille s'est jamais réglée et tout. Mais bon, voilà. En tout cas, cette guerre East Coast West Coast, il va y avoir des morts, pas obligatoirement liés à cette guerre, mais en tout cas dans la tête des gens, c'est ça. C'est lié à leur embrouille. Donc Tupac meurt en premier. Il meurt à Las Vegas. Quand Tupac meurt, Biggie, il fait une interview à la télé, alors je sais plus si c'est pour MTV, et à un moment on lui pose la question de Tupac et tout, comment il a vécu la mort de Tupac, en sachant que au moment où il meurt, ils sont toujours en guerre. Et Biggie dit, et moi quand on m'appelle, on me dit ouais, Tupac s'est fait shooter à Vegas. Moi je dis ok, ce Renoir il est immortel, donc il va s'en sortir. Surtout qu'il est à l'hôpital pendant une semaine, Tupac, à ce moment-là. Donc lui il dit il va s'en sortir. Et il pense au shooting de l'ascenseur, en fait, à New York, où il dit, il a pris 5 balles. Le mec était vivant. Donc là, il va être vivant encore. Tupac, il est immortel. Voilà ce qu'il dit, tout. Et après, au bout de la semaine, on lui dit, ouais, Tupac est mort. Et lui, il s'est dit, wow, et tout. Donc il dit, j'ai repensé tous les bons moments que j'ai passés avec lui, mais je me suis dit, la vie continue. Je dois continuer à vivre, la vie continue. En disant la vie continue, en plus, il était derrière des lunettes de soleil, donc en laissant pas retranscrire d'émotions. Tous les mecs de la West Coast, ils ont dit, oh là 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 là, c'est un manque de respect, il s'en bat les couilles, il va voir lui qui vienne même pas ici. Et Biggie recevait tous les jours des tonnes d'appels, des menaces téléphoniques tous les jours. On va te tuer, gros porc, on raccroche. On va te tuer, que des trucs comme ça. Lui, à un moment, il en rigolait, et même dans Life After Death, le deuxième album, il fait un morceau sur ça, avec une petite interlude et tout, machin. Mais bon, en tout cas, il recevait des menaces tout le temps. Et un moment, il va à Los Angeles, en Californie en tout cas. Il décide d'aller en Californie parce qu'il y a la sortie de son deuxième album qui arrive. Il doit faire la promo là-bas. Il est nominé au Soul Train Award qui ont lieu à Los Angeles. Derrière, ils ont booké une grosse soirée pour la release party et qu'il fasse écouter son nouveau single Hypnotize pour annoncer que son album arrive bientôt. Donc, il est vraiment dans un truc. Biggie, c'est une superstar. Il sort son deuxième album tant attendu et il fait un tour sur la baie dans l'émission de Sway King Tech, qui est le Wake Up Show, une émission mythique où Sway il reçoit les artistes, il fait des bêtes d'interviews et à la fin ils font des freestyles parce que Sway il adore les freestyles et c'est une émission mythique. Et il vient et pareil, il reparle de Tupac, tout ça et Biggie il est très maladroit en fait, il laisse pas retranscrire d'émotions. Moi, vous pouvez vous embrouiller, par exemple, Tupac il a insulté Mobb Deep. Mobb Deep, ils ont dit, après sa mort, nous, on avait un morceau pour répondre. Mais voilà, il est mort. Le morceau, on l'a annulé. Et surtout, nous, on peut plus dire de mal. On peut pas dire de mal de Tupac. Il est mort. Voilà. Et je trouve que Biggie, il était très maladroit. Il voulait trop faire. Il disait pas de mal, mais il la jouait, je m'en fous. Ça rendait fou les gens sur la West Coast, tout ça, disaient là. Il recevait encore plus d'appels. On le voit dans le film, des coups de fil. Ensuite, il va à Los Angeles, donc pour toutes ces cérémonies et tout. Et il reçoit des coups de fil tout le temps. On sait que t'es en ville. On sait que t'es là. On va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. On va te tuer. Bref. Et la mère de Biggie avait dit à Biggie, pourquoi tu vas à Los Angeles? N'y va pas. Ils t'aiment pas là-bas. Lui, il disait non. Il y a certains rappeurs qui m'aiment pas. Mais j'ai un public là-bas. Et ça, c'était vrai. À Los Angeles, ils écoutaient la musique de Biggie. Contrairement à ce qu'on croit en France, New York, c'était Bad Boy et Los Angeles, c'était Death Row. Non. Biggie, il était écouté sur la West Coast. Tupac, il était écouté sur la East Coast. Et voilà, c'était comme ça. Donc lui disait, moi, pour mes fans en Californie, je dois y aller. Sa mère, elle était contre, mais bon, il a été quand même. Puffy, lui, il était pour. Ouais, faut y aller, truc, c'est le business, tout ça, on y va. Et donc ils font les Soul Train Awards où il reçoit un prix, où il rappe, je crois, il me semble. Et donc ensuite il y a cette release party où il va présenter Hypnotize, son nouveau single. Donc la soirée se passe super bien.
Il joue le morceau une douzaine de fois. Les gens sont comme des dingues dans la soirée. Ils adorent le morceau. En plus, ceux qui connaissent bien le rap West Coast de l'époque, il est assez funk. Et ce morceau, il est funk. Donc, en Californie, ils ont adoré le morceau. Dans la soirée, tout le monde danse, tout le monde est dingue. Lui, à ce moment-là, il avait eu un accident de voiture, donc il a une canne. Il a mal à la jambe. Donc, il est assis en club tout le temps. Et, il y a une alerte incendie avec ces trucs où l'eau sort du plafond, là, tout ça. Donc, on demande à tout le monde de sortir. Et ça, c'est étrange, en fait. Sauf que personne se dit que c'est étrange à ce moment-là. Tout le monde se dit, bah, ça arrive. Quelqu'un a dû allumer son feu et voilà. Donc, tout le monde sort. Tout le monde est devant. Et du coup, les voituriers sont pas prêts. Parce que la soirée, elle était pas censée être finie. Donc, tout le monde, chacun attend sa voiture. Et ça, c'est une anecdote que Jermaine Dupri a racontée il y a pas longtemps dans Drink Champs, le podcast de Noriega. Et c'est une histoire qui a jamais été racontée, en fait. Jermaine Dupri, quand il sort, il attend sa voiture, il voit donc Biggie, il dit, oh, qu'est-ce que tu fais là, et tout. Il dit, ah ben j'attends ma voiture. Il dit, ta voiture, elle est pas encore là? Il dit, non, elle est pas encore là. Il lui dit, reste pas là, c'est dangereux. Ils sont sur Sunset Boulevard ou Hollywood Boulevard, c'est pas dangereux. Alors moi, je vous raconte Los Angeles tout le temps, j'y vais. C'est pas les endroits dangereux, c'est pas le ghetto, c'est comme si on était aux Champs-Élysées, un truc comme ça. Et Biggie, il dit à Jermaine Dupri, reste pas là, c'est dangereux, ou alors, notre voiture, elle vient d'arriver, monte avec nous. Mais reste pas là à attendre ta voiture, c'est dangereux. Comme si Biggie savait ce qui allait se passer. Et Jermaine Dupri, il lui dit, ah ok, Jermaine Dupri, elle allait monter dans la voiture de Biggie. Et à ce moment-là, la voiture de Jermaine Dupri arrive, il dit, ah ben non, c'est bon, il y a ma voiture. Donc ok. Donc Jermaine Dupri déjà, il a échappé belle, même si au final ils étaient plusieurs dans la voiture, il y a que Biggie qui a été touché. Je pense qu'ils ont bien visé, mais Jermaine Dupri il aurait pu se retrouver dans la voiture ce jour-là. Et donc quand la voiture de Biggie démarre et tout, il y a des meufs qui sont là, hein, et puis après boum 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 boum, Biggie se fait shooter dans la voiture. Il y a Lil Cease, il y a D-Rock de Junior Mafia et il y a Puff Daddy, je pense. Ouais. Et voilà, donc tout le monde dit là en panique et tout. Biggie essaie de l'amener à l'hôpital, mais bon, Biggie était déjà mort et tout. Lil Cease raconte dans un documentaire, vraiment avec les détails, la mort, que lui, il a capté qu'il était déjà mort tout de suite. Excusez-moi des détails, mais parce que, en gros, quand on meurt, la majorité du temps, on se chie dessus, en fait. Ton corps, il lâche tout, en fait. C'est fini. T'es refroidi. Et Lil Cease, il dit, j'ai senti ça. Donc j'ai compris que ça servait à rien de l'amener à l'hôpital, il était plus là. Et il dit voilà, c'était compliqué. Et raconte que Puffy il est en panique. Et c'est normal d'être en panique. Il y a eu des coups de feu, ton pote il est là, il est mort. Tu vas pas faire le dur, tirez-moi dessus. Par contre Puffy, il cherche le premier avion et retourne à New York. Alors que les autres ils disent non, on reste avec Biggie et tout, machin, voilà. Et c'est ce que je reproche un peu à Puffy, c'est d'avoir fui alors que tu dis que c'est ton meilleur ami, tout ça, machin, ça c'est pas cool. Mais bon, bref, en tout cas, Biggie meurt après et voilà, il sera même pas là pour la sortie de son deuxième album. Il avait eu la chance de tourner le clip de Hypnotize juste avant, parce que c'était le single qui sortait juste avant l'album. Et après, non, il y a plus de clips. Tous les clips qui sont faits, ils sont faits sans lui. Mo Money, Mo Problem, Sky's the Limit. Mais on va parler de cet album-là juste après. Mais voilà, en tout cas, c'est triste. Tupac, grand artiste, meurt. Biggie dans la foulée meurt. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais retrouvé les meurtriers. C'est un mystère. Alors tout le monde a des théories et tout ça, mais officiellement, on n'a toujours pas retrouvé les meurtriers. Et voilà. J'étais là hors antenne avec Hugo en train de parler de ce Haitian Jack, mais bon, c'est pas une spéciale Tupac, mais bon, voilà, le shooting est important et surtout savoir que Tupac accusait Haitian Jack d'avoir commandité aussi l'histoire de viol, parce que Tupac a toujours clamé son innocence là-dedans. Mais bon, bref, un jour, avec beaucoup de courage, parce que ça risque d'être long, je ferai une spéciale Tupac ici. Voilà. Maintenant, on va parler de Life After Death. Ce deuxième album de Biggie qui sort sans lui vivant. Alors on va plus parler de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là on a un Biggie qui a la science maintenant du hit.
qui a une nouvelle vie, qui a une vie de superstar. Donc avec ce que je vous disais tout à l'heure, beaucoup d'appels téléphoniques, on le menace. Il sent la haine vraiment des gens, comme on dit les player haters, c'est-à-dire tous ces gens qui aiment détester les gens qui font des choses. C'est des thèmes qui sont vraiment présents. Et comme je disais, Biggie, il a jamais répondu à Tupac, mais il est beaucoup dans le subliminal. Et il y a un morceau qu'on va écouter tout à l'heure qui est dans cet album-là qui s'appelle What's Beef. Qu'est-ce qu'une embrouille? Et qui est super bien écrit, où il dit dedans que en gros une embrouille c'est pas des trucs de rap. Il dit par exemple dans le refrain, il dit qu'est-ce que c'est un beef? Un beef, c'est quand tu dors avec 2 flingues parce que tu sais qu'il peut t'arriver quelque chose même dans ton sommeil. Il dit c'est quand tu sais que ta mère elle est pas tranquille dans la rue parce que les gens ils t'en veulent tellement que s'ils peuvent pas te toucher toi, ils vont aller toucher les gens de ta famille. Et le rap c'est pas ça. Le rap c'est des rimes et vas-y machin. Si vous voyez, vous mettez quelques coups de poing, mais tu vas pas les tirer sur la mère d'un autre rappeur ou voilà. Donc ce qu'il essayait de dire dans le morceau, c'est que c'est pas important les trucs de rap. Et je pense qu'il y avait encore ce truc de Tupac c'est mon grand frère. Et j'aimerais qu'on fasse la paix. Donc en gros, ce qu'il essaie de dire que c'est les embrouilles, c'est des trucs profonds où tu peux aller tirer sur la mère de quelqu'un. Et là, c'est pas notre cas. Il y a pas mort d'homme, donc c'est pas une embrouille. En gros, moi, ce que je comprends derrière ce morceau qui est super bien écrit, où il est dans le subliminal, donc il parle pas de Tupac directement, mais je comprends que il veut dire c'est pas important. Quand c'est important, c'est ça. C'est des trucs qui vont très loin. Et là, nous, on n'en est pas là. Et voilà, ce morceau, il est vraiment important dans cet album. Il y a un morceau comme Kick in the Door où on le savait pas, nous, c'est Nas qui nous le dira plus tard dans l'album Godson, mais il s'adresse sur un couplet à Nas, il a une embrouille avec Nas, on ne sait pas, et sur le couplet quand même, il dit que, voilà, il casse, sur le refrain, il dit quand même qu'il casse la porte et que il secoue son flingue, donc il casse la porte pour venir tirer. Hein. Donc, voilà, il avait un léger bif, toujours dans le subliminal, hein, il cite pas le nom de Nas. Avec Nas, il y a des morceaux, donc pour parler de hit, il fait le morceau avec 112 qui est Sky is the Limit. Quand il fait le morceau, Puffy il est même pas là, c'est lui le fait tout seul. Il fait après il envoie à Puffy, il dit écoute-moi ça, hein. J'ai réussi ou j'ai pas réussi? Puffy il est comme un fou, il dit ah ouais t'as même plus besoin de moi, ça y est t'as tout compris. Il y a le fameux Mo Money Mo Problem avec Maze qui est ce nouvel artiste chez Bad Boy. Voilà, ils ont fait ce morceau et le morceau s'appelle quand même Mo Money Mo Problem. Ça veut dire Biggie, il est de plus en plus star, mais il est de moins en moins heureux, en fait. On le comprend sur l'album. Il parle beaucoup de jalousie, des menaces, et puis des problèmes qui sont liés à l'argent. Il parle de tout ça. Après, à côté, il a toujours un morceau avec Lil Kim où ça parle de sexe. Il a Hypnotize, bien sûr, qui est un hit carrément pour les clubs. Il y a un morceau avec The Lox, il y a un morceau avec Jay-Z qui est juste magnifique. Ça, c'est vraiment le pur morceau de Player, le Big Willie style, où Jay-Z, là, cette phrase où il dit qu'il joue au Monopoly, mais avec des vrais billets. Ça a été repris par un rappeur français aussi, hein, on citera pas de nom. Mais voilà, en tout cas, voilà, eux ils expliquent que eux c'est le champagne cristal, ils jouent au Monopoly avec des vrais billets, ils ont des chemises Versace, ils sont sur des yachts et tout ça. Ils avaient vraiment ce truc et ils avaient prévu de faire un album ensemble, un groupe qui s'appelait The Commission, où il y avait aussi Charlie Baltimore, la rappeuse, qui était la dernière petite amie de Biggie avant qu'il meure. Et voilà, on sent que Jay-Z et Biggie viennent de Brooklyn tous les deux, ils ont vraiment un lien et que ça pouvait être magique. En tout cas, leur morceau, il est magique. Et il y a un morceau qui termine l'album. Et de toute façon, l'album s'appelle Life After Death, c'est-à-dire la vie après la mort. Comment dire? Quand Biggie meurt et que l'album sort et s'appelle comme ça, tout le monde dit mais c'est faux, il est vivant, il est quelque part, c'est une blague. Il pouvait pas appeler son album comme ça. Sauf que malheureusement, il est mort. On voit la pochette de l'album, il est devant un corbillard. Tout est dingue, mais en vérité, c'était la suite de Ready to Die, prêt à mourir. En vérité, le titre, il venait de là. Sauf que quand il meurt, tout le monde dit mais non, il est vivant, il est quelque part. Donc ça rajoute à la légende. Et surtout, l'album termine par ce magnifique morceau, si cher à mon pote Oxmo Puccino.
qui s'appelle You're Nobody Till Somebody Kills You. Tu n'es personne tant qu'on ne t'a pas tué. En gros, tu rentres dans la légende que quand tu meurs et tout ça. Et c'est là que les gens cherchent à te comprendre et tout. Donc ça ramène encore plus de suspicion. Tout le monde dit non, il est vivant. Il peut pas écrire ça, il meurt et tout ça. Sauf que non, malheureusement, il est mort. Et ce morceau est incroyable. Et comment il rappe, comment c'est écrit, l'ambiance de la musique. Et, moi, j'adore cette phrase, je l'ai déjà dit ici, mais je le redis encore, où il dit que j'aime tellement l'argent que je pourrais t'en donner pour avoir le plaisir de te braquer et reprendre cet argent. Moi, c'était Biggie, il était trop loin là-dedans. Et voilà. Superbe album, superbe double album, il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans, morceau avec Too Short, Too Short qui fait partie des rares rappeurs à avoir rappé et avec Biggie et avec Tupac. Voilà. Et bref, superbe album qui cartonne, qui fait des chiffres incroyables, ça n'a plus rien à voir avec le premier album. Là, on parle de 10 millions d'albums vendus rien qu'aux États-Unis. Biggie, il est joué même en France avec Momo Nemo Problem, il est joué en boucle, Hypnotize aussi, à partir de ce deuxième album. Le premier album, il n'est pas joué du tout sur les grosses radios françaises. Donc voilà, Biggie, il rentre vraiment dans la légende, comme il le dit malheureusement dans le dernier morceau. Sa mort l'emmène à un autre niveau, il devient légendaire. Et voilà comment Biggie, en 2 albums, il a retourné le rap américain et que les gens le disent comme, le citent comme étant le meilleur de tous les temps. Alors après, il y a d'autres qui disent non, c'est Tupac, d'autres qui disent non, c'est Nas, d'autres non, c'est Snoop, non, c'est Jay-Z, non, chacun son truc. Mais en tout cas, il fait partie de cette shortlist et c'est fou de le faire en 2 albums, là où tous les autres ne l'ont pas fait en 2 albums. Donc voilà. Grande légende, moi personnellement, où j'étais quand j'apprends la mort de Biggie, j'étais à l'école. À l'époque, là, je vais parler d'un objet old school que les jeunes ne peuvent pas comprendre. J'avais un beeper et sur mon beeper Tam Tam, la marque, les anciens me reconnaîtront, me comprendront. Il y avait des dépêches AFP qui envoyaient des informations 3 fois dans la journée, il me semble. Et là, quand Biggie meurt, il y a le truc qui arrive et tout, et Biggie meurt et je reçois ça sur mon beeper et je suis pas bien. Et pour la petite histoire, 9 mois avant, quand Tupac meurt, moi, je suis un grand fan de Tupac, y a pas de souci. Mais il y avait un mec dans ma classe qui était complètement fou de Tupac, mais c'était maladif. Donc, quand Tupac meurt, on reçoit ça sur nos beepers. Et lui, il est pas bien. Et moi, je ris, en fait. Mais je ris pas parce que Tupac est mort et qu'on m'en excuse. Tout ça, ce serait honteux. Mais en fait, parce que je vois dans quel état il est, j'ai envie de lui dire, mais c'est pas ton frère. Calme-toi, c'est bon, tu le connais même pas. Et en fait, je me moque de lui, bêtement. Après, on est des petits cons, on est à l'école, hein. J'étais quand même au lycée, j'étais grand, c'est pas bien. Mais bon, voilà. Mais du coup, 9 mois plus tard, alors je sais plus c'est 9 mois exactement, quand Biggie meurt, moi je vois ça sur mon beeper, en fait, je suis touché. Et c'est là que je me rends compte que j'étais plus touché par le personnage de Biggie que par celui de Tupac. Mais je m'explique. J'étais en train de grossir de ouf, je mangeais comme un malade, donc je voyais Biggie en fait, alors que Tupac il était taillé, musclé, tout ça, c'était pas moi. Mais j'écoutais Tupac à mort, j'ai peut-être même plus écouté Tupac, en même temps il a plus de disques, plus de morceaux, donc j'ai peut-être plus écouté Tupac que Biggie, mais je me reconnaissais beaucoup en Biggie, donc quand je vois mon beeper, ça me touche. Je pense que je fais une tête assez bizarre. Et là, je vois mon pote qui était fan de Tupac en train de se moquer de moi. Ah, alors tu dis quoi? Mais sauf qu'on est en classe, hein. T'as la prof qui dit mais qu'est-ce qui vous arrive et tout. Et Tupac, Biggie, c'est pas des stars à ce moment-là en France. Donc on peut pas dire ouais mais Biggie truc. Hein, la prof elle saurait même pas de qui on parle. Donc bref, voilà, c'est comme ça que j'ai appris la mort de Biggie et j'avoue que j'étais pas bien. Et dans ces moments-là, t'espères rentrer chez toi et qu'il y ait une news qui dise non mais finalement c'est une erreur et tout machin. Bon, c'est jamais arrivé et voilà, et je m'y suis fait. Mais voilà, j'apprends ça, je suis en classe et comme Tupac, hein, j'étais en classe. Maintenant, j'aimerais qu'on mette le point sur Biggie, producteur. Comme je disais, Tupac c'était son grand frère, c'était son mentor, il lui a appris plein de choses. Il a compris que Puffy lui disait pas tout et que Puffy n'était pas là
à 100% pour son bien. Puffy s'occupait de lui-même et que s'il pouvait gratter plus d'argent, il le gratterait. Donc lui, il commence à se dire, il faut que je devienne producteur. Et en fait, il monte un label avec un mec de Brooklyn qu'on appelle qui s'appelle Lance Riviera et qu'on appelle Un. Et ensemble, ils montent un label qui s'appelle Undies. Et la logique aurait voulu qu'il fasse ce label avec Puff Daddy, qui lui connaît bien les rouages et tout. Mais finalement, Biggie il dit non, je vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier. En plus, moi, il m'a déjà arnaqué sur ces histoires d'édition. Il pourrait m'arnaquer en plus parce que lui connaît mieux ce métier que moi. Là. Il est parti se mettre avec un mec de rue, un ancien dealer, un hustler, tout ça. Donc Lance Riviera, ils montent ensemble le label Undies et il produit sa clique Junior Mafia. Mais Biggie, c'est un mec généreux. Il me rappelle, vu que la semaine dernière on a fait spécial 9-4, il me rappelle ce passage où on parlait d'Ideal J et je disais qu'Ideal J, il voulait faire rapper tous les gens qui étaient autour d'eux en fait. Sauf que Biggie, lui, il allait encore plus loin, il écrivait pour tout le monde. C'est-à-dire Junior Mafia, Lil Sis, il disait mais moi je suis pas vraiment un rappeur. Il dit ouais mais tu vas rapper. Ouais mais moi j'écris pas comme toi. Il dit bah je vais écrire pour toi, tu vas rapper. Il dit je vais rapper tes textes. Ouais, il dit ah je suis chaud et tout ça. Et Lil Kim, voilà, il écrit pour Lil Kim, il rencontre Lil Kim et dans les rues de Brooklyn parce qu'elle est de Brooklyn aussi. Ils deviennent vite amants et en fait elle rappe déjà, il entend rapper comme on le voit dans le film. Il trouve que c'est pas assez féminin ce qu'elle fait. Donc lui dit non, moi je te dis ce que je veux entendre d'une fille, c'est ça, des trucs beaucoup plus sexy et tout, même carrément sexe et tout. Et elle a dit OK, je peux le faire. Elle avait quelques trucs et lui Biggie dit je vais écrire tout ça pour toi. Donc voilà, il fait l'album de Junior Mafia, il écrit énormément de couplets, presque tout, même 90% de l'album. Et cet album sort, c'est pas un album magnifique, mais il sort entre les deux albums de Biggie. Biggie, il est dessus, il doit être sur 3 morceaux ou 4 morceaux, pas plus. Mais rien que parce qu'il est sur les morceaux, et tous les morceaux qui vont sortir en single, à part un, il y a Biggie dessus, l'album est un carton. Parce que Biggie marche sur l'eau après Ready to Die, tout le monde a dit c'est lui le roi de New York, c'est lui l'élu, tout ça. Donc quand il sort l'album de Junior Mafia, c'est magnifique. Tout marche. Maintenant, moi, je vois le premier single qui s'appelle Players Anthem. Moi, je suis choqué. Et c'est pour ça que quand j'ai raconté cette anecdote où je suis en classe, et que moi, je suis plus touché par la mort de Biggie que celle de Tupac, c'est parce que Biggie me touche, comme je dis, je suis en train de grossir, j'ai arrêté le foot, je suis en studio, je rappe, je mange des pizzas, je mange des grecs dans des studios, voilà, donc je suis en train de grossir. Et là, je vois ce clip de Players Anthem, on voit Biggie, qui est dans une limousine à l'arrière, avec 2 meufs, qui sont une à droite, une à gauche, et il est tellement gros, là, tellement un gros ventre que l'espèce de col roulé qu'il a, il est moulant sur lui parce qu'il a un gros ventre. Et tu vois les 2 meufs en train de lui caresser le ventre. J'ai trouvé ça magnifique. J'ai dit, oh, je vais être comme lui, moi. Il se fait masser le ventre. Il rappe, il est à l'arrière d'une limousine, tout ça. Et c'est là que je me disais, non, ce mec-là, il m'a touché. Il m'a piqué pour ces petits détails-là. Même le clip de Warning qui est sur le premier album de Biggie, où il est là, il se réveille avec 2 sublimes meufs. Et lui, il est là, il se réveille, il était au lit, il est torse nu normal. Gros ventre assumé. Bon, ça, moi, j'ai jamais réussi à l'assumer. Mais je me disais, putain, lui, il est fort pour ça. Rick Ross, des années plus tard, sur son 2e album, sur le morceau I'm a Boss, ou je sais plus, Boss, je sais plus quoi, il fera la même scène. Son gros ventre assumé, tout ça. J'ai beaucoup de respect pour les mecs qui font ça. Donc voilà, Players Anthem, grand morceau. Lil Kim sort clairement du lot. Sur tout l'album, elle a ce personnage de rap porno, ça, c'est fou. Le morceau Get Money est un hit incroyable et tout. Donc Lil Kim, Get Money, c'est que Biggie et Lil Kim. Donc on comprend que Lil Kim, elle est sur la rampe de lancement. Ça sera la prochaine. Donc il produira son solo juste après. On va en parler juste après. Mais en tout cas, Junior Mafia, l'album est un carton total. Biggie marche sur l'eau et ça nous permet d'avoir des couplets de Biggie en plus que ces 2 albums-là, que les 2 albums qu'il ait fait. Et voilà. Maintenant, on va se pencher sur Lil Kim, la vraie Queen Bee. Quand je dis ça, pas d'offense à Beyoncé, j'adore Beyoncé, mais Beyoncé, on l'appelle Queen Bee pour dire Queen Beyoncé. Bee, qui est la première lettre de son prénom. Mais avant elle, et Jay-Z le sait très bien, il y avait Queen Bee pour Queen Beach. C'était Lil Kim qui s'était surnommé, autoproclamé Queen Beach. Alors,
Bitch, faut pas le traduire directement pute. C'est plus que ça, c'est femme de caractère, la reine des femmes de caractère, mais qui va parler ouvertement de sexe, et voilà, c'est ça quand elle dit Queen Bitch. Et vraiment, Biggie est un puppet master, un marionnettiste. C'est lui qui voit toute la vision de Lil Kim, c'est lui qui écrit tous les textes de Lil Kim, qui les enregistre. Comme je l'ai déjà dit ici, Bambi Cruz, qui est un bon pote de MC Solar, il bossait avec le même ingénieur du son que Biggie, Lil Kim. C'est une époque où il y avait beaucoup d'argent, il n'y avait pas encore Internet, pas de crise du disque, il y avait beaucoup d'argent dans l'industrie de la musique en France, partout dans le monde, mais même en France. Et en gros, t'étais signé en major, on disait tu veux qui comme ingénieur du son? T'avais le droit de donner des noms de derniers américains qui a mixé Biggie ou Tupac et tout, t'avais le droit. Hein. Donc cool. Et lui, il avait demandé, je me rappelle plus du nom de cet ingénieur du son, mais il avait demandé le même ingénieur que Biggie. Et ce mec est venu en France et en fait, il parlait bien avec Bambi Cruz et Bambi Cruz, à un moment il dit à Bambi Cruz, tu sais, l'album de Lil Kim, c'est Biggie qui l'a écrit en entier. Il dit, ah bon et tout. Il dit, mais tu sais qu'il l'a enregistré même. Ah bon et tout. Il dit, ouais, mais tout l'album. Et il lui fait écouter. Et moi, Bambi Cruz, à cette époque-là, il me raconte ça. Je dis, non, il me dit, j'ai écouté des morceaux de l'album de Lil Kim rappés par Biggie. Et aujourd'hui, vous allez sur YouTube, il y a quelques morceaux qui sont en ligne comme ça, notamment le fameux morceau Queen Bitch, qu'on va jouer tout à l'heure, rappé par Biggie. Il est sur YouTube. Vous tapez Notorious Big Queen Bitch, vous allez voir le truc. Normal. Et de toute façon, on entend Lil Kim, elle a le flow de Biggie. Sur tout l'album, elle a le flow de Biggie. Et voilà, en tout cas, c'est un mec. Et ce qui était fou, c'est que en parallèle, il y avait la concurrente de Lil Kim, qui était Foxy Brown, qui était aussi une rappeuse de Brooklyn. Et tous les textes de Foxy du premier album étaient écrits par Jay-Z. Et tout ça, c'était Brooklyn. Et chacun, ils avaient leurs marionnettes et ils faisaient leurs trucs. Et les deux albums ont cartonné et tout. Et c'était fou. Et en tout cas, voilà, Lil Kim, un carton total. Une relation sulfureuse avec Biggie. Parce que Biggie, lorsqu'il est marié avec Faith Evans, il couche avec Lil Kim en même temps. Donc c'est sa maîtresse. Lil Kim, elle est totalement amoureuse de Biggie. Elle veut plus. Mais lui fait comprendre qu'il lui donnera pas plus. Elle fait des crises. On peut le dire, hein, Biggie répond violemment. Il l'a frappé à un moment. Et la petite histoire qui est un peu plus marrante, c'est que Faith Evans, on a beau la voir toujours très triste dans ses clips et tout, on a l'impression que c'est une poupée et tout, c'est une Kaira. Et à chaque fois que Biggie la trompait et qu'elle était au courant, elle allait casser la gueule à la meuf. Donc c'est arrivé que elle capte que voilà, Biggie il est dans telle ville pour de la promo ou un concert, elle lui dit appelle-moi, il appelle, elle entend des voix bizarres de meufs derrière, elle se dit OK, t'es à quel hôtel, dans quelle ville, OK. Elle prend sa voiture, si elle peut le faire en voiture, ou un avion si elle peut le faire, et elle arrive, elle déboule dans la chambre d'hôtel comme ça, et elle casse la gueule à la meuf qui est là et tout ça. Et un jour, elle a senti un truc comme ça, pareil, elle vient pour voir Biggie, et c'est Lil Sis qui ouvre la porte. Si c'était dans un appartement, c'était pas à l'hôtel. Lil Sis ouvre la porte, et Lil Sis, quand il voit Face, il change de tête, et elle comprend qu'il se passe quelque chose. Et il dit, non, Face, qu'est-ce que il est pas là, Biggie? Pourquoi? Elle dit, pousse-toi! Elle pousse, elle va direct dans la chambre. Et là, tu vois, Biggie, il était nu dans la chambre et tout. Et il fait un petit mouvement, mais il rit. Et il est comme ça, il met la couverture sur lui, en fait. Et il dit, mais qu'est-ce que tu fais là et tout, en rigolant et tout. Après, il dit, ouais, elle est où, la meuf? Il dit, mais il y a pas de meuf et tout. Et en fait, Lil Kim, qui est toute petite, elle s'est mise en boule sous la couverture. Et elle lui dit, c'est quoi cette boule? Et Biggie, en blaguant, il dit, bah, tu connais mes attributs, c'est moi, c'est mes trucs et tout. Elle dit, tu te fous de ma gueule? Elle tire le drap. Et là, elle voit Lil Kim en boule comme ça. Et elle commence à casser la gueule à Lil Kim. Elle l'a rossé. Elle lui a cassé la gueule de ouf. Donc moi, ça me fait rire. Je suis désolé, Lil Kim, mais voilà. Mais c'était Faith Evans, KRA. Elle allait sur le terrain. Elle réglait ses histoires. Et voilà. Bref. On va écouter un peu de musique de Lil Kim quand même. Qui est une super rappeuse. Et
qui a continué après sans Biggie parce que Biggie est mort. Biggie est vraiment producteur que du premier album. Et pour la petite histoire avec son associé Lance Rivera qu'on appelle Un. Donc plus tard Biggie meurt, tout ça. Bon, le label Undies il saute. Lui, il a son label, il signe Cameron et Charlie Baltimore qui était la dernière petite amie de Biggie. Ça marche pas. Charlie Baltimore, l'album sortira jamais. Cameron, le premier album, il fait pas de chiffres, il marche pas. Donc il faut qu'il continue à faire de l'argent. Et qu'est-ce qu'il trouve à faire? Faire des bootlegs, des CD pirates. Il arrive à avoir le nouvel album de Jay-Z, qui est son 4e album à ce moment-là, avant tout le monde, et il le met dans la rue, il le vend à des DJ pour des mixtapes et tout ça, machin. Et Jay-Z devient fou, parce que Jay-Z, à ce moment-là, il sort de l'album Hard Knock Life, qui est un carton total. Sa plus grosse vente de sa carrière, et il se dit maintenant c'est que ça les chiffres. Donc là il fait un album où il y a Big Pimpin dedans avec UGK, bref, bête d'album, et il se dit là faut qu'on tue tout. Il y a Mariah Carey sur l'album, à l'époque Mariah Carey c'est impensable de l'avoir, et il se dit faut qu'on tue tout. Et Lance Rivera il sort l'album avant, donc il sait que il va louper des ventes. Jay-Z qui est pourtant très calme, très politicien, il a craqué, il a sorti son couteau, il l'a planté. Lance Rivera porte plainte. Jay-Z risque la prison. Une longue peine. Et Lance Rivera, qui est quand même un sacré businessman, parlera à Jay-Z, il dit écoute, je peux retirer ma plainte, mais donne-moi de l'argent. Et donc Jay-Z le paiera, à mon avis, entre 1 et 2 millions, d'après ce que j'ai entendu. Et voilà, Lance Rivera dira bon, ok, il y a pas de problème, je retire ma plainte. Et Jay-Z est là, il a pas fait de tôle alors qu'il aurait pu en faire à ce moment-là. C'était l'associé de Biggie, voilà. Les gens se débrouillent comme ils peuvent. Maintenant, je vous en parlais un peu tout à l'heure avec la petite anecdote avec Method Man. J'aimerais qu'on écoute des morceaux où Biggie est en featuring, parce que Biggie il aimait vraiment foutre le feu quand il arrive en feat. Il aimait tout casser. Et du coup, il faut qu'on joue certains morceaux. Donc, j'aimerais qu'on joue le morceau avec Jay-Z sur le premier album de Jay-Z qui s'appelle Brooklyn Finest. Et surtout, parler de cette anecdote autour de ce morceau. Ça veut dire que là, on a ce qui se fait de mieux à Brooklyn, peut-être même à New York. Ok? En termes de rap. Jay-Z, il décide d'inviter Biggie qui est déjà une star. Jay-Z, lui, c'est son premier album. Donc c'est pas encore une star. À Brooklyn, on sait qu'il est bon. Et pour la petite histoire, c'est Faith Evans qui est en voiture un jour avec son mari, Biggie. Et lui, Biggie dit à sa femme, ouais, il y a Jay-Z qui veut qu'on fasse un morceau ensemble, je sais pas, qui s'est dit. Et elle a dit, mais Jay-Z, il tue. Il faut que tu rappes avec lui. Hein, ben voilà, c'est Clark Kent, qui est leur pote à eux deux, qui a fait le son et tout. On a dit, le son, il tue, tu dois le faire et tout. Elle a dit, ok, bah, je vais le faire, y a pas de souci. Ils se retrouvent en studio, les deux se craignent. Comme Floyd Mayweather et Manny Pacquiao. Tout le monde s'attendait au combat du siècle. Le combat, ça a été un pétard mouillé parce que les deux se craignaient énormément. Voilà, vous vous regardez, vous frappez pas trop et tout ça. Donc, il faut savoir que les deux sont en studio, personne veut commencer. Et ça, c'est vraiment des techniques de OG. Tu laisses le premier commencer, tu élèves ton niveau, personne veut commencer. Les mecs, littéralement, de ce que j'ai lu, ils tournent comme des lions en cage dans le studio. Ils sont en train d'écrire dans leur tête. Ils tournent. Pendant toute la séance de studio, à la fin de la séance, personne n'enregistre. Ils se craignent tellement, personne n'enregistre. Comme par hasard, tout le monde a un truc à faire à l'extérieur. Ouais, ils enregistrent le lendemain. Tellement, c'est-à-dire les mecs ont dormi en réfléchissant à leur truc. Non, faut pas qu'ils me fument, truc. Donc ils ont fait leur truc. Et ensuite, ils ont enregistré, ça a donné ce morceau magnifique où moi, je donne 50-50. Voilà, chacun a son choix. Il y en a qui disent c'est Biggie, il y en a qui disent c'est Jay-Z. Moi, je dis 50-50. Je trouve que le morceau, il est juste magnifique. Maintenant, pourquoi je vous raconte ce truc de Faith Evans dans la voiture qui dit à Biggie, fais le morceau avec Jay-Z? C'est qu'au final, entre-temps, il y a l'épisode où Tupac prétend avoir couché avec Faith Evans. Et là, lui, il est vénère et ça tombe au moment où il enregistre ce morceau. Donc il fait une petite allusion en disant, ouais, si jamais Faith Evans a des jumeaux, ça fera Tupac. Il met cette line-là et là, c'est horrible, c'est dur. C'est dur en fait parce que Faith, elle a toujours dit non, je me suis fait avoir par Tupac. Mais il m'a jamais touché, il a tout mis en scène pour qu'on croie que.
Moi, j'ai lu le livre de Faith Evans, elle a raconté une grande mise en scène de Tupac, où Tupac qui vient la chercher avec une décapotable, au lieu d'aller directement au studio, parce qu'il devait enregistrer un morceau, au lieu d'aller directement au studio, ils font des tours de Los Angeles, là où on peut voir énormément de gens, ils sont en décapotable. Et donc on dit, Tupac, il est avec la meuf de Biggie en décapotable, il se passe quelque chose. Il vient à l'hôtel, il fait exprès de faire beaucoup de bruit devant les réceptionnistes pour que tout le monde se dise il se passe quelque chose entre eux et tout ça machin. C'est la version de Faith Evans, attention. Après moi Faith, il y a des trucs quand même qui sont louches et tu te prends en photo avec Tupac. Après bon, ça c'est pas super grave, mais si c'est l'ennemi de ton mari, même si vous êtes séparés, c'est comme l'ennemi de ton mari, c'est pas propre. Elle dit non, c'est Twitch de Naughty by Nature qui vient de New Jersey comme elle, qui les connecte, il dit ouais, Tupac, il adore ce que tu fais, il veut prendre une photo avec toi. Sauf que, d'après les dires de Face, Tupac, il avait déjà un plan. Il dit, il me faut cette photo et je la montrerai et Biggie sera vénère. Et donc là, il y a cette photo, mais surtout, Tupac, il enregistre All Eyes on Me et il demande à Faith Evans de venir enregistrer un morceau sur l'album, qui est le morceau Wonder What They Call You Bitch. Et pourquoi tu viens? Il y a déjà eu l'épisode des Source Awards déjà où Suge Knight il s'en prend à Puffy. Ça y est, c'est déjà officiel. Biggie et Tupac s'entendent pas. Pourquoi tu vas? Et elle dit, moi j'étais pas au courant de leur embrouille. Arrête, tu as Sarcelles en France, je suis au courant. Comment toi tu peux pas être au courant? On parle de Biggie, c'est là où c'est louche quand même. Donc je sais pas qui a raison, mais voilà, il y a deux versions. C'est tout ce que je voulais dire. Mais voilà, ce morceau. Brooklyn Finest, il est légendaire parce que les deux ils ont rappé de fou, mais il y a cette petite attaque à Faith Evans et voilà qui n'est pas des moindres et tout ça. Donc on va écouter ce morceau. On va écouter aussi le morceau de Dabrat featuring Notorious B qui s'appelle The B-Side. Je vous parlais tout à l'heure de cette photo qui a été postée il y a pas longtemps où on voit Dabrat, grande fumeuse pourtant, avec son cahier, et Biggie avec son blunt. C'est tout, parce qu'il sait qu'il va pas écrire. Et le morceau est dingue, et c'est une époque où Dabrat est au top de son game. Jermaine Dupri, il est très bien avec Death Row, il est très bien avec Bad Boy. Il fait le remix de Big Poppa, par exemple. On le voit dans le clip de One More Chance. Jermaine Dupri, Dabrat aussi. Donc voilà, ils s'entendent vraiment bien. Et du coup, ils les font venir à Atlanta aussi. Je sais qu'il y a un clip de Give It To You de Dabrat où ils invitent énormément de gens et c'est à Atlanta. Il y a Biggie qui est là avec une magnifique doudoune et voilà. Donc So Def et Bad Boy s'entendent très bien, donc c'est cool. Et il y a ce morceau qui est vraiment réussi, qui est tiré de la bande originale Bad Boy, le film, le 1. Et voilà, donc c'est important d'écouter ce morceau. Biggie au top de son game, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, on va écouter Craig Mack, Flavor in the Ear, mais le remix avec Busta Rhymes, Rampage, LL Cool J et bien sûr Notorious Big, où Notorious Big fait le premier couplet avec des images incroyables, où il dit plus de guns que de roses, pour parler de Guns N' Roses, cette fameuse expression est le légendaire groupe de rock. Et lui, il dit que lui, sa vie, c'est plus des flingues que des roses. Où il dit, je viens pas de Houston, mais je rappe beaucoup. On a l'impression que c'est rien comme ça en français, mais en fait, c'est Not from Houston, but I rap a lot. Rap a lot, qui est un label mythique de Houston, le label de Jay Prince, qui a produit Scarface et les Ghetto Boys. Donc, tous ces trucs-là, son couplet, il est magnifique, il est mythique. Rest in peace, Craig Mack, mais quand même, ce qui est dur, c'est que c'est son morceau à la base et il se fait fumer par tout le monde. On oublie que c'est son morceau tellement les autres, ils ont fait... LL Cool J, il a un couplet de fou, Busta Rhymes, il est totalement énervé, Rampage, il est chaud, et finalement, Craig Mack, il a peut-être le moins bon couplet, même si c'est un bon couplet aussi. Donc c'est important d'écouter ce morceau, et on va écouter... Non, c'est tout ce que j'avais prévu. Maintenant, pour terminer l'émission, pour bien rendre hommage à Biggie et comme je vous l'ai dit, un rappeur que j'apprécie énormément, j'aimerais qu'on parle des hommages qui ont été faits, des morceaux qui ont été faits pour Biggie et pas des moindres. On va commencer en écoutant le morceau de Puff Daddy featuring 112 et Faith Evans. Le morceau c'est I'll Be Missing You. Ce fameux morceau où ils reprennent le sample de Sting, ou Police, comme vous voulez, et qui a fait un tube énorme et finalement qui a lancé la carrière de rappeur de Puff Daddy dans le monde.
Juste avant ça, il avait eu un single avec Maze qui s'appelle Can Nobody Hold Me Down. Puis, un morceau que j'appréciais beaucoup avec des pas de danse incroyables. De toute façon, quand Puffy est avec Maze, ça danse toujours. Et là, il fait ce morceau, Biggie meurt, donc du coup, et il fait ce morceau en hommage à Biggie. Et il y a des trucs qui m'ont dérangé à l'époque, mais qui ont fait rentrer ce morceau dans la légende quand même. Alors, le premier truc qui m'a dérangé, c'est de le voir danser dans le clip, en fait. Il danse et je me dis, mais merde, ton gars, il est mort, tu danses, c'est bizarre. Mais c'est le personnage, et puis en vérité, fallait le voir comme une célébration. Vas-y, je danse pour Biggie, et voilà, pourquoi pas. Et l'autre truc qui m'a dérangé, c'est que Puffy, il n'a pas écrit le texte. Mais Puffy sait pas écrire en vrai. Donc aujourd'hui, avec du recul, je me dis, c'est normal. Mais le texte, il a été écrit par Sauce Money, un pote de Jay-Z, qui était signé chez Rockefeller au début, et qui finalement n'a pas sorti ses albums chez Rockefeller, mais qui est un très bon rappeur. Et c'est lui qui a écrit ce texte. Et moi, ça me gêne, en fait. Et c'est peut-être parce que je suis rappeur ou quoi, mais que t'as rappé un texte pour quelqu'un que t'as perdu et que ça vienne pas de tes tripes, ça vienne pas de ton cœur, en fait. Et ça m'a dérangé. Et qu'ils en fassent un tube, ça veut dire que le mec, il perd pas le nord, on va le faire sur le sample de Sting, que tout le monde connaît et tout ça. Il y avait vraiment une opération commerciale autour de ça. Et ça m'a gêné quand même, mais au final, je me suis dit, le morceau, il fait le tour du monde, et tous les gens qui connaissent pas Biggie et qui vont connaître Puff Daddy, parce que c'est le morceau, il a tout d'un hit, ben ça va aider à faire connaître Biggie. Et je me suis dit, c'est comme ça qu'il faut le voir. Donc finalement, c'est bien, c'est un gros morceau. Et puis 112 et surtout Faith Evans qui fait le refrain, ce qu'ils ont mis, le cœur qu'ils ont mis dedans, ça rattrape tout. Et je me rappelle d'un live qu'ils avaient fait pour les MTV Awards, où il y a Sting qui est venu chanter avec eux. Il y avait une belle chorale gospel derrière, et Faith Evans, c'était magique. Pas grâce à Sting, je veux pas manquer de respect, mais ce genre-là, elle a pas très bien chanté. Mais Faith Evans, c'était magique. Et là, tu te dis, oui, c'était ton mari. Comment elle a chanté, elle a tout donné. On était à l'église. Comment elle a chanté Faith, moi, je n'en pouvais plus. C'était magique. Donc voilà, ce morceau, très important. C'est le morceau qui a le plus fonctionné en hommage à Biggie. Et il est important et il n'y a pas de souci. Avec le recul, je trouve que c'est très bien ce que Puff Daddy a fait. On va écouter le morceau qui s'appelle Letter to B.I.G. et ça c'est un morceau de Jadakiss qui est sur la bande originale du film Notorious, le film sur Notorious Big. Et c'est super parce que c'est avec du recul, beaucoup de recul, les années sont passées. Et c'est Jadakiss qui écrit une lettre au moment M à Biggie qui est censé être au paradis. Et il lui explique tout ce qui se passe sur Terre, en disant ton fils a grandi, s'il a beaucoup de talent, il est très intelligent et ceci, cela. Il lui explique ce qui se passe là. Et le morceau, il est très touchant, très poignant. Et de toute façon, tout le monde connaît les talents d'écriture de Jadakiss. Ça, c'est même pas, il y a même pas de débat dessus. J'aimerais aussi qu'on écoute le morceau. Et ça, j'adore la tournure. C'est Jay-Z featuring Faith Evans et Biggie parce qu'il reprend le couplet de Juicy, le premier couplet de Juicy de Biggie, il le met. Biggie est déjà mort à ce moment-là. C'est sur l'album Blueprint 2. Et Jay-Z, la façon dont il écrit ça, le morceau s'appelle Dream, donc rêve. Il dit qu'il a rêvé que Biggie lui avait parlé. Et en fait, il raconte ce que Biggie lui dit dans son rêve et tout. Et j'adore comment c'est écrit. C'est là qu'il dit, I see, I said, jealousy, I said, was the whole industry made in me, I said. Like B, I said, you remind yourself. Nobody's beat like you. You design yourself. Et tout. C'est beau. En gros, il dit que Biggie est en train de faire le grand frère, donner des conseils, fais attention aux jaloux, tout ça. Fais-toi par toi-même, parce que t'as assez de talent pour ça, et tout ça. Et voilà, il dit qu'il a rêvé que Biggie lui disait tout ça. Donc s'est senti obligé d'inviter Faith Evans, qui est sa femme, et qui était sa femme à l'époque. Et surtout, le refrain, c'est It Was All a Dream, la fameuse première phrase du morceau Juicy de Biggie. Et avec des scratchs derrière où il y a les scratchs de sa voix, le morceau est juste magnifique et je trouve que c'est bien fait et j'adore la tournure de ce qu'a fait Jay-Z. Et on va terminer l'émission avec un très bel hommage de The Lox, groupe signé chez Bad Boy. Le morceau s'appelle We'll Always Love Big Papa, on t'aimera toujours Big Papa. Et
faut savoir que il les a toujours pris comme ses petits frères de Lox. Par exemple, quand il y a un embrouille East Coast, West Coast, il leur dit, rentrez pas dedans, restez dans votre truc, vous devez pas être dans ces histoires, c'est pas vos histoires. Chaque fois, il aime bien. Ils sont présents sur le deuxième album de Biggie. Ils avaient un morceau qui était sorti, on disait à l'époque en white label, qui était Bad Boy, What You Gonna Do, avec The Lox, tout ça. Il les a toujours pris sous son aile, il les a tout de suite aimés. Donc voilà, on termine l'émission avec ce morceau qui est très touchant. Il y a un clip et moi c'est peut-être le morceau le plus touchant des 4 là. Je trouve vraiment qu'il y a une vraie émotion. Déjà la musique, le refrain, c'est des enfants qui chantent, c'est des chœurs d'enfants qui chantent. On t'aimera toujours, Big Papa, tout ça. Le clip, tourner dans la rue, tout ça, tout c'est beau morceau, très beau morceau. Et je me disais qu'il fallait terminer l'émission avec ça parce que oui, on t'aimera toujours, Big Papa. Et voilà, donc on écoute ces 4 morceaux. C'était Roule avec Driver, spécial Notorious Big. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que je vous ai remémoré des choses si jamais vous les connaissiez déjà. Et surtout, on passe ce moment pour écouter de la musique de Biggie, c'est fait exprès. Moi, j'adore écouter Biggie, je l'écouterai toute ma vie. Donc voilà, merci à Hugo, merci à vous, c'était spécial Biggie. Rest in peace Christopher Wallace, Biggie, a.k.a. Biggie Small, B.I.G., Frank White, The King of New York, Scarface, et tout ce que vous voulez. Biggie, je t'adore.